Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler des apports de l'intelligence artificielle pour le métier de juriste. Ce sera dans quelques instants avec Philippe Ginestier, avocat, fondateur de Gino Legal Tech. On parlera ensuite du Digital Services Act et des contentieux naissants dans le domaine du numérique avec Ella Barda, associée chez Signature Litigation. Et enfin, on parlera d'un licenciement annulé pour preuve illicite avec Victor Roisin, avocat associé chez Factory Avocat. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. L'intelligence artificielle bouleverse les pratiques juridiques. Comment les juristes peuvent-ils s'adapter à cette transformation du numérique? L'IA est-elle en train de redéfinir le rôle du juriste? On en parle tout de suite avec mon invité, Philippe Ginestier, avocat, fondateur de Gino Legal Tech. Philippe Ginestier, bonjour. Bonjour. Alors, l'intelligence artificielle ne cesse de gagner du terrain dans les professions juridiques. On en parle régulièrement sur ce plateau. Pourquoi, selon vous, l'intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante dans le domaine du droit et en particulier chez Gino Legal Tech? Alors, pour une raison extrêmement technique, c'est que l'intelligence artificielle générative, cette nouvelle intelligence qu'on a vu apparaître avec ChatGPT et maintenant avec énormément d'offres de différentes natures, cette intelligence a une approche probabiliste. On est sorti du monde de l'informatique classique qui était binaire. Une porte est ouverte ou fermée. Il fait jour ou nuit. En réalité, la porte, elle peut être entrebâillée, elle peut être très ouverte, et donc il y a toutes ces nuances. Ça ouvre le champ des possibles. Ça ouvre le champ des possibles. Or, le droit est par essence le monde de la logique floue. Le droit, qu'est-ce ? Le droit, c'est la confrontation de faits à des textes. La langue est floue. La langue n'est pas biunivoque. Il y a plusieurs façons de dire la même chose, et un même texte peut avoir plusieurs interprétations. Donc on est dans le flou. Ne parlons pas des faits. En réalité, les juges sont amenés à traiter sur des faits entre guillemets inexacts. Ils ne connaissent jamais la vérité, à supposer d'ailleurs qu'elle existe, puisque la vérité est différente pour l'un ou pour l'autre. Et donc d'un coup, on voit émerger une technologie qui nous permet de traiter le monde flou, et donc en particulier de façon excellente le droit. On le voit bien, les concepts du droit sont flous. Quand je vous dis « conduisez-vous en bon père de famille », qu'est-ce que ça veut dire ? Quand je vous dis une faute lourde, ou une faute grave, ou une faute simple. Où sont les nuances ? On est dans le flou. Le concept extrêmement de raisonnable. Il faut un délai raisonnable. Qu'est-ce qu'un délai raisonnable ? C'est un concept auquel on fait souvent référence dans le droit, raisonnable. Donc on voit, on est dans le flou, et c'est là que l'intelligence artificielle générative va nous permettre de traiter ce monde flou. Alors, l'IA générative va nous permettre de traiter ce monde flou, vous dites, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter aux juristes ? Quels sont les bénéfices ? Alors, les juristes vont trouver avec l'IA un assistant d'une puissance inimaginable, et je pèse mon mot en disant inimaginable. Je pratique énormément l'IA et je suis étonné, mais toutes les semaines, de voir les progrès qui sont faits. Pour Gino Legal Tech, je dois me tenir au courant. Je dois vous dire que cela me prend à peu près 2 heures par jour pour me tenir vaguement au courant de ce qui se passe. Tellement il y a de modifications. De progrès, de concepts nouveaux, si vous voulez. Il faut 2 heures par jour pour acquérir les concepts nouveaux qui sont créés. Il ne faut pas se le cacher, aujourd'hui, l'industrie d'intelligence artificielle, on le voit bien, les investissements, le ticket, c'est 100 milliards. Vous avez vu, Nvidia prend un petit intérêt dans OpenAI, 100 milliards. C'est le ticket aujourd'hui d'entrée près de là-dedans. Cela permet d'attirer certainement 60% des esprits les plus brillants de la Terre. Et donc, ça a une production absolument incroyable.
C'est ça qui est formidable. Alors, si on arrive au juriste, le juriste, ça le permet de passer de l'info à la connaissance. Hein? Internet nous a amené l'information. Je cherche quelque chose, ça me donne une liste de sites où je vais trouver, en recherchant l'information. L'intelligence artificielle générative m'apporte la réponse, m'apporte la connaissance, m'apporte la synthèse des différents sites qui est allé consulter pour répondre à ma question. Elle va aider évidemment énormément dans les analyses. Vous recevez un contrat, vous voulez l'analyser, en quelques secondes, l'IA va analyser le contrat et donner les réponses aux questions que vous souhaitez avoir sur ce contrat. Ça va faire des résumés. Ça va évidemment, et c'est le cœur de cible de Gino, ça va permettre la gestion du cycle de vie des contrats. Et ça, c'est extrêmement avancé. Le plus puissant, c'est le co-thinking. Ça veut dire quoi, le co-thinking? Le co-thinking, ça veut dire je fais un brainstorming avec l'IA. Je lui dis, je dois rédiger un contrat de licence de marque avec des Espagnols. Et je lui demande déjà qu'est-ce qu'il faut prévoir dans ce contrat. C'est étonnant. Le co-thinking, c'est étonnant ce que ça va vous apporter en 4-5 secondes. Vous aurez une liste de 2 pages de ce à quoi il faut penser. Et puis, vous pouvez continuer le dialogue, évidemment, avec l'IA en lui disant, bon, alors, sur ce point-là, pourrais-tu développer Ça va permettre de co-construire, entre guillemets, une analyse. Voilà. Après, vous allez lui dire, écoute, maintenant, propose-moi un contrat. Et puis, vous allez lui dire, ben non, tu te fous de moi, dis donc, tu me fais quelque chose d'un peu plus développé, applique-toi. Elle vous répond, excuse-moi, j'étais un peu rapide. Bon. Alors, on voit que c'est des transformations profondes. Jusqu'où ça peut aller, selon vous? Moi, je le vois chez Gino, si vous voulez. Le produit de Gino, dans 2 ans, n'aura plus rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Alors, ce sera quoi? Ça sera un produit où on fera un dialogue avec la machine, on parlera, elle vous répondra vocalement et par écrit sur l'écran, ou par des tableaux, par des images, etc. Et ça sera donc ce dialogue qui va s'établir. Et ça sera quelque chose d'extrêmement riche pour les juristes. Alors, on est en train de changer totalement de mode de travail. Ça ne va pas du tout détrôner le juriste ou le déplacer, au contraire, ça lui donne un pouvoir formidable. L'IA, par exemple, contrairement à ce qu'on lit beaucoup, l'IA, je l'utilise très fréquemment pour régler des problèmes psychologiques dans des négociations. De quelle manière, concrètement? Alors, il faut lui donner tout le contexte de la négociation, il faut lui donner l'objectif, et ensuite, il vous donne des idées absolument extraordinaires. Absolument extraordinaires. Vraiment pour conduire la négociation, comment l'aborder, comment la présenter. C'est vraiment étonnant. Parce qu'on dit toujours que ça n'a pas la qualité humaine. Honnêtement, l'IA a des qualités humaines incroyables. Alors, face à ces bouleversements, comment le juriste peut-il se préparer à ce nouveau monde numérique? Il doit se préparer en étudiant l'IA, connaître les principes de l'IA, la pratiquer. C'est 2 choses, utiliser l'IA. C'est savoir prompter, c'est savoir questionner l'IA, et c'est savoir choisir le système d'intelligence artificielle générative qu'on va utiliser. Car il y a une foultitude, et chacun a ses qualités, ses limites, et voire ses défauts. Et donc, il y a 2 connaissances à acquérir. Comment je pose mes questions, et 2, quel système je choisis. Pour terminer, est-ce que le juriste, dans ce monde que vous décrivez, il sera plus heureux, le juriste augmenté? Le juriste augmenté va être un juriste extrêmement heureux. Il ne grattera plus. Il ne passera pas des heures à rechercher une jurisprudence. Il va réfléchir davantage. Il va réfléchir à comment questionner. Et ça, c'est vraiment une technique et un art, car c'est ce qui va déterminer la qualité et la richesse de la réponse. Et ensuite, essentiel, il va développer son sens critique. Ça va devenir une chose absolument fondamentale, développer l'esprit critique. J'ai une réponse,
Je dois vérifier si elle est juridiquement parfaite, et 2, si elle est logiquement parfaite. Et enfin, c'est là où je suis augmenté, je dois faire une réponse qui enrichit sur ce que me dit l'IA. Merci Parfait. Philippe Ginestier. Je rappelle que vous êtes avocat, fondateur de Gino Legal Tech. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission se poursuit. On va rester dans le monde du numérique et on va parler du DSA et voir les contentieux numériques qui peuvent émerger. Le Digital Services Act impose de nouvelles obligations aux plateformes. Quel type de contentieux peuvent émerger? Le DSA marque-t-il un tournant dans la régulation du numérique en Europe? On en parle tout de suite avec mon invité, Ella Barda, associée chez Signature Litigation. Ella Barda, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, le Digital Services Act impose de nouvelles obligations aux plateformes numériques. On va voir ensemble dans le détail ce DSA. Mais tout d'abord, est-ce que le DSA se distingue des précédentes régulations du numérique et pourquoi était-il nécessaire ? Alors, le DSA, en fait, vient moderniser la directive e-commerce de 2000, qui était devenue quelque peu obsolète face à l'essor des plateformes numériques et des réseaux sociaux au cours des 20 dernières années. L'objectif de ce texte, c'est donc d'adapter le cadre juridique aux problématiques actuelles en responsabilisant davantage les plateformes sur la gestion des contenus illicites. En fait, il s'agit d'assurer que ce qui est interdit hors ligne le devienne également en ligne, tout en préservant la liberté d'expression et l'innovation. C'est vraiment cette recherche d'équilibre qui a conduit le législateur européen à introduire des obligations graduées selon la taille et l'influence des acteurs, avec quand même un accent particulier sur les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, qui sont les acteurs qui comptabilisent plus de 45 millions d'utilisateurs chaque mois au sein de l'Union européenne. Et donc la nouveauté du texte, c'est qu'il crée de nouvelles obligations donc à la charge de ces plateformes, en leur imposant par exemple, alors s'agissant des très grandes plateformes en particulier, de procéder à une analyse des risques systémiques liés à l'utilisation de leurs services. Ça veut dire quoi ? Ce sont tous les risques en fait, qui découlent, par exemple, la diffusion à grande échelle des fake news ou des discours haineux, ou alors des risques d'ingérence ou de manipulation dans le cadre des processus électoraux, par exemple. Donc, ces plateformes doivent procéder à cette analyse de risque et aussi, surtout, prendre des mesures pour les atténuer. On peut aussi citer un grand nombre d'obligations visant à plus de transparence imposée pour ces plateformes, typiquement plus de transparence pour les publicités, par exemple, qu'elles diffusent. Alors, on a vu le cadre juridique du DSA. On va s'intéresser au premier litige post-DSA. Quel type de contentieux ont émergé à la suite de ce règlement ? Alors, on observe d'ores et déjà plusieurs types de contentieux, aussi bien en France qu'au niveau européen. Alors, en France, les toutes premières décisions portent sur des demandes de retrait de contenus publiés sur des sites web d'avis qui sont jugés diffamatoires, dénigrants ou trompeurs, par exemple. Et alors, contrairement aux attentes de certains, il n'y a pas de condamnation à la chaîne pour le moment. Les juges rappellent, de façon d'ailleurs assez pragmatique, qu'il appartient aux parties d'identifier précisément les propos litigieux, de les qualifier juridiquement, c'est-à-dire d'expliquer en quoi est-ce que ces propos sont illicites, et enfin de démontrer l'existence du préjudice allégué pour pouvoir obtenir la suppression de ces contenus. À l'échelle européenne, pour le moment, les recours introduits sont ceux qui sont portés par les plateformes elles-mêmes, souvent pour contester leur désignation comme très grande plateforme, puisqu'on a vu que de ça découlait un grand nombre d'obligations assez contraignantes. Alors, jusqu'à maintenant, ces recours n'ont pas vraiment abouti. On peut citer tout récemment la décision du 3 septembre 2025 du tribunal de l'Union européenne qui a rejeté le recours de Zalando, qui contestait donc sa désignation, ce qui emporte donc pour elle des obligations renforcées. D'autres recours aussi qu'on peut citer, ceux de Meta et de TikTok, pour contester la décision de la Commission européenne fixant une redevance de surveillance. Alors, pour les très grandes plateformes, de quoi il s'agit ? C'est une somme annuelle qui est fixée, qui est due par les plateformes pour financer
les activités de surveillance de la Commission européenne, qui est en fait l'autorité de supervision pour ces très grandes plateformes. D'accord. Alors c'est un petit peu technique, mais Meta et TikTok ont obtenu gain de cause, donc on fait annuler la décision, mais ça portait sur la méthodologie de calcul de la redevance, mais le principe même donc de la redevance n'a pas été remis en cause. Donc on voit qu'au niveau européen, pour le moment, le contentieux se concentre sur les grands acteurs du numérique, ce qui est d'ailleurs logique, puisque ce sont elles qui sont en première ligne. Bien sûr. Et on voit que la qualification aussi de grandes plateformes, de très grandes plateformes, est centrale pour l'application après des obligations renforcées. On va venir maintenant sur le côté de la responsabilité des plateformes. On sait qu'elles doivent modérer les contenus illicites. Comment concrètement se fait cette modération? Jusqu'où ça doit aller? Et est-ce que le DSA change leurs responsabilités? Alors, le DSA n'impose pas d'obligation de résultats, mais plutôt de moyens renforcés. Ça veut dire que les plateformes doivent mettre en place des mécanismes efficaces de signalement et de traitement des contenus illicites. En revanche, elles ne sont pas tenues à une obligation générale de surveillance, en fait, plus généralement. C'est un principe qui existait déjà sous l'empire de la directive, mais qui est réaffirmé avec force par le DSA. Pas d'obligation générale de surveillance. Ces plateformes bénéficient par ailleurs d'un principe d'exonération de responsabilité dans deux cas, si elles peuvent établir qu'elles n'avaient pas connaissance des contenus illicites ou alors qu'elles ont agi rapidement pour retirer l'accès à ces contenus ou pour les supprimer dès lors qu'elles en ont eu connaissance. Sur la suppression justement des contenus, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi à l'occasion de plusieurs affaires et a confirmé que la simple allégation d'illicéité ne suffit pas. C'est ce que j'indiquais en début de cette intervention. Pourquoi ? Il faut des éléments concrets. Je peux ici citer la décision du tribunal judiciaire de Paris du 5 septembre 2025, donc assez récent, qui a rejeté la demande de retrait d'une vidéo publiée sur TikTok qui aurait été constitutive, selon la société demanderesse, d'une pratique commerciale trompeuse par diffusion de faux avis. La société ici produisait notamment une copie d'une plainte pénale qu'elle avait déposée auprès du procureur de la République. Le tribunal a donné raison à TikTok, à juste titre, en jugeant que le simple dépôt d'une plainte ne suffit pas, qu'il fallait ici démontrer en quoi précisément les propos tenus dans la vidéo étaient illicites. On peut citer une autre décision intéressante du tribunal judiciaire de Paris du 24 avril 2024, rendue à l'encontre de Meta cette fois-ci, qui portait sur les mesures, sur la mise en place de filtres. Donc, on le disait, le DSA oblige les très grandes plateformes à prendre des mesures proactives pour lutter contre les risques systémiques. Ici, Meta avait demandé la rétractation d'une ordonnance qu'il avait enjoint à imposer des filtres, pour filtrer les publicités illicites qui utilisait en fait le nom d'une enseigne assez célèbre, le groupe Casino Barrière, pour promouvoir une activité en ligne, une activité de jeu en ligne contrefait. Le tribunal a jugé que la qualité d'intermédiaire de Meta, sa qualité d'hébergeur, n'était pas un obstacle à ce qu'il soit enjoint à mettre en place ces filtres et que par ailleurs, cette mesure de filtrage ne constituait pas non plus une obligation générale de surveillance dès lors qu'elle était limitée dans sa portée, dans sa durée et qu'elle était proportionnée à l'objectif poursuivi. Bon, on voit qu'il y a déjà quelques décisions qui émergent. Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent ou qui vont se dégager à moyen terme, selon vous ? Oui, je pense qu'on peut s'attendre à une montée en puissance des recours, notamment ceux engagés par les utilisateurs eux-mêmes. C'est là une nouveauté du DSA, c'est qu'il a ouvert la voie aux utilisateurs, la voie donc d'un recours direct pour tous les utilisateurs qui estimeraient qu'une violation du DSA leur a causé un préjudice. La Commission européenne joue également un rôle moteur. Et là, je vous renvoie aux nombreuses enquêtes d'ores et déjà ouvertes par dizaines contre une multitude de plateformes, notamment alors Temu, TikTok, Pornhub, etc., au sujet notamment de la protection des mineurs, la transparence des algorithmes, etc. Je dirais aussi qu'il faudra être attentif à l'évolution de la jurisprudence française comme européenne, puisque celle-ci va venir préciser les contours de ces obligations mises à la charge des plateformes, mais également va nous donner des clés sur l'interprétation et l'articulation de ces obligations vis-à-vis des autres principes posés par le DSA, mais également plus généralement par rapport aux libertés fondamentales. Je pense par exemple à l'étendue donc, de l'exigence de filtrage, de contrôle mise à la charge des grandes plateformes. Comment est-ce qu'on l'articule par rapport au principe d'exonération de responsabilité des plateformes pour la publication de contenus diffamatoires ou haineux, par exemple, par leurs utilisateurs. Donc,
En résumé, oui, je pense que le DSA ouvre une nouvelle ère de contentieux et que les plateformes devront s'adapter à une surveillance accrue. Mais on va suivre de tout ça de près. Merci Ella Barda. Je rappelle que vous êtes associée chez Signature Litigation. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de licenciement nul pour cause de preuves illicites. L'entreprise peut-elle s'appuyer sur les logs informatiques d'un salarié sans en informer préalablement ce dernier avant son licenciement? On en parle tout de suite avec mon invité, Victor Roisin, avocat associé chez Factory Avocat. Victor Roisin, bonjour. Bonjour Arnaud, merci beaucoup pour l'invitation sur ce plateau. Alors, dans un arrêt rendu le 9 avril dernier, la Cour de cassation a estimé que la collecte d'une adresse IP d'un salarié par l'exploitation de ses logs constitue un traitement des données personnelles qui n'est licite que si la personne concernée y a consenti. Alors, on va essayer d'y voir plus clair sur cette décision. Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler, Victor, quel est le contexte de cette décision? Bien sûr, avec plaisir. Alors, en fait, dans cette affaire, il s'agissait d'un employeur et d'un salarié qui avaient trouvé un commun accord sur la signature d'une rupture conventionnelle. Et malheureusement, la veille de la signature des documents, l'employeur a découvert, au travers des logs liés à l'adresse IP du salarié, que le salarié avait détruit des fichiers appartenant à l'entreprise et, plus grave encore, avait détourné certains autres documents de l'entreprise. Je crois en plus c'était avec plus de 4000 fichiers. Effectivement, un nombre significatif de fichiers. Dans ces conditions, naturellement, l'employeur a refusé finalement de conclure cette rupture conventionnelle et notifié un licenciement pour faute grave, quasiment une main devant, une main derrière, s'agissant de ce salarié. Par la suite, le salarié a contesté son licenciement et la Cour d'appel a confirmé le bien-fondé du licenciement pour faute grave en considérant notamment que les logs liés à l'adresse IP du salarié ne relevaient pas des données personnelles protégées par le RGPD. Et finalement, un petit peu contre toute attente, un arrêt a été rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans cette affaire, qui est venu casser l'arrêt de la Cour d'appel et considérer au contraire, en relevant un moyen d'office, ce n'était pas parmi les questions qui étaient posées à la Chambre sociale de la Cour de cassation, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue considérer au contraire que ces logs relèveraient des données personnelles, de la qualification des données personnelles, protégées au sens du RGPD, et qu'à défaut de respect du formalisme idoine, ces modes de preuve seraient illicites et donc irrecevables, et a finalement du coup cassé cette affaire pour la renvoyer devant une autre cour d'appel. Alors, vous l'avez dit, c'est une décision un peu inattendue de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Comment vous expliquez cette décision? Alors, comment je l'explique ? Je l'explique, déjà il faut la remettre un petit peu dans son contexte. On a les premiers arrêts de la Cour de cassation qui commencent à sortir s'agissant de l'application du RGPD. Ici et là, dès que la Cour de cassation a la possibilité de diffuser sa doctrine s'agissant de l'application des dispositions du RGPD, elle ne s'en prive pas, elle a la possibilité de le faire. Et ici, manifestement, la Chambre sociale de la Cour de cassation a souhaité faire un rappel juridique de ce qui lui paraissait applicable en la matière. Ceci étant dit, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas non plus donner à cet arrêt une portée autre que celle qu'il pourrait avoir. Pourquoi ? Effectivement, malgré l'agitation que a suscité cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation auprès des professionnels du droit, mais aussi auprès des professionnels de la sécurité informatique, puisque beaucoup de DSI sont montrés, notamment sur les réseaux sociaux, très préoccupés par les attendus de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Je ne vous apprends rien, Arnaud, en vous rappelant que les arrêts de règlement sont proscrits par le Code civil depuis déjà 2 siècles, que cette affaire a fait l'objet d'un renvoi à une autre cour d'appel qui sera amenée à statuer de nouveau sur cette affaire, et que, indépendamment des convictions politiques, sociales, économiques, il y a beaucoup de choses à redire juridiquement sur cette affaire.
Quoi, par exemple? Alors quoi, par exemple? Eh bien, déjà, s'agissant de la qualification de données personnelles, on a vu des juges du fond de la Cour d'appel qui ont, au travers d'un arrêt particulièrement motivé, tenté d'expliquer pourquoi, selon eux, il ne s'agissait pas de données personnelles au sens du RGPD, en indiquant notamment que, effectivement, l'adresse IP était reliée à un poste de travail, mais pas forcément à une personne. Et que donc, on ne pouvait considérer les logs comme relevant des données personnelles. Voilà. Alors, la Cour de cassation, c'est contestable? Pour moi, c'est contestable. C'est effectivement le premier point. Ici, finalement, la Chambre sociale de la Cour de cassation se contente de dire qu'on pourrait relier indirectement au salarié au travers de son poste, si bien qu'il s'agirait d'une donnée personnelle. À mon sens, c'est discutable et sans doute que la Cour d'appel saisie aura l'opportunité soit de se ranger derrière la position de la Chambre sociale de la Cour de cassation, soit de montrer peut-être un peu de caractère et peut-être de discuter un petit peu de cette qualification. C'est la première critique peut-être que l'on pourrait faire. Et les autres critiques? Les autres critiques, ce sont les suivantes, et vous allez vite comprendre. La Chambre sociale de la Cour de cassation, au-delà de considérer qu'il s'agirait d'être de données personnelles, considère dans son arrêt que le traitement serait illicite au motif que l'employeur n'aurait pas recueilli le consentement préalable du salarié. Là encore, c'est extrêmement critiquable puisque, au-delà du consentement préalable de l'auteur ou du sujet des données personnelles, il y a d'autres fondements possibles au traitement des données personnelles, et notamment l'intérêt légitime défendu par le responsable du traitement. C'est quoi concrètement? L'intérêt légitime ici d'un employeur qui viendrait effectivement à contrôler les logs, c'est notamment la sécurité informatique, la préservation de ses actifs. Donc ici, il est assez étonnant qu'au travers d'un arrêt quasi politique, je me permets un petit peu de cette expression, quasi politique, pourquoi? Parce que lorsque l'on lit attentivement l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, finalement, elle ne rappelle absolument pas les autres fondements autorisant le traitement des données personnelles, et elle se contente effectivement de dire notamment le fondement reposant sur le consentement de la personne sujette des données personnelles, mais il y a bien d'autres fondements et elle n'en fait absolument pas allusion dans son arrêt. Alors que, en l'occurrence, l'affaire qui était en question se prêtait tout à fait à un débat sur l'intérêt légitime pour l'entreprise de procéder à ce traitement et de s'assurer que, effectivement, les salariés ne fassent pas n'importe quoi avec les données informatiques de l'entreprise. Et vous voulez expliquer comment cette dérive quasi politique, comme vous dites? Alors, encore une fois, je pense qu'ici, on a une Cour de cassation qui est assez prudente sur les dispositions du RGPD. Peut-être, effectivement, qu'elle souhaite que les employeurs soient davantage sensibles à cette question, parce qu'il est vrai que beaucoup aujourd'hui fonctionnent un petit peu à réaction. Ils attendent des arrêts, ils attendent des décisions avant effectivement de se mettre en conformité. Et je peux en parler pour avoir conseillé nombre de clients qui, le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du RGPD, se sont seulement interrogés de ce qu'ils devaient faire. Donc, c'est peut-être effectivement la raison de cet arrêt un petit peu sévère. Et je me permettrai peut-être un dernier point pour expliquer pourquoi je pense qu'il ne faut pas donner trop d'importance à cet arrêt, c'est qu'in fine, et encore une fois, indépendamment des convictions politiques, sociales et économiques, quand bien même la Cour d'appel de renvoi viendrait à considérer que les logs seraient des données personnelles, que le traitement de ces logs serait illicite alors qu'il y a quand même un intérêt légitime pour l'entreprise, eh bien là encore, je ne vous apprends rien en vous rappelant que les modes de preuve illicites peuvent pourtant être admis. Il y a notamment un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation de 2023 qui est venu unifier l'admissibilité des modes de preuve qui sont soit déloyaux, soit illicites. Et donc ici, quand bien même la Cour d'appel viendrait à considérer que le mode de preuve serait illicite, pour autant, ça ne signifierait pas qu'il serait rejeté et que donc le licenciement tomberait nécessairement. On va conclure là-dessus. Merci Victor Roisin. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez Factory Avocat. Merci pour votre invitation à nouveau. C'est le moment de conclure cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.